Europe 1, Christophe Ondelatte. Voici une grande affaire criminelle du début du XXe siècle. En 1920, à Paris, on retrouve un homme d'affaires assassiné, Georges Weissmann Bessarabo. Et qui est soupçonné en premier ? Sa femme, Louise Weissmann, qui n'est pas n'importe qui, c'est une écrivaine féministe qui fréquente les salons littéraires. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. À la fin du mois de juillet 1920, un certain Édouard Croix, chauffeur de maître, se présente au commissariat du 9e arrondissement de Paris. Il vient signaler la disparition de son patron, Georges Weissmann Bessarabo. C'est le commissaire Thierry qui le reçoit. « Monsieur le commissaire, je suis fort inquiet. Il avait un rendez-vous d'affaires très important samedi. Il m'avait demandé de passer à son bureau de la rue de la Victoire. Il n'est pas venu. Je suis allé chez lui, il n'y était pas non plus. » C'est que Georges Weissmann Bessarabo n'est pas n'importe qui. Il dirige l'agence franco-mexicaine des mines et des pétroles. C'est un homme d'affaires. Et je vous le dis tout de suite, son vrai nom c'est Georges Weissmann, point. Il est juif d'origine roumaine. Bessarabo, il l'a rajouté pour faire moins juif. Dans le monde des affaires en 1920, il est utile de faire oublier sa judaïté. Bref, il a disparu. Et compte tenu du profil du personnage, l'enquête démarre tout de suite. Le commissaire commence par aller sonner chez lui au numéro 3 du très chic Square La Bruyère. Appartement bourgeois, lumineux et joliment meublé. Et là, il fait la connaissance de sa femme, Louise, et de sa belle-fille, Paul. « Puis-je vous offrir un thé, monsieur le commissaire ?»« Volontiers, madame Weissmann, mais je suis surtout là pour vous poser des questions. »« Je répondrai à toutes vos questions avec plaisir. De quoi s'agit-il ?»« Il s'agit de la disparition de votre mari. »« De la disparition de mon mari ? Enfin, mon mari n'a pas disparu, il est en voyage d'affaires à Nancy. »« En voyage d'affaires ? Son chauffeur m'a dit qu'il avait un rendez-vous important à Paris hier et qu'il ne s'y est pas rendu. »« Ah, mais je vous assure qu'il est à Nancy. Il m'a même demandé de lui envoyer des documents, une pleine malle. Et entre nous, c'était des documents confidentiels. Mon mari a fait de l'espionnage pendant la dernière guerre. » Et la voilà qui brandit une lettre dans laquelle effectivement son mari lui demande de lui faire parvenir des documents. Le commissaire se dit, est-ce que le chauffeur ne s'est pas inquiété pour rien ? Ouais, c'est possible. Mais maintenant qu'il vient de voir les deux souris, la mère et sa fille, il se dit, elles sont pas nettes, elles me baladent. Cette histoire de malle remplie de documents secrets, ces soi-disant activités d'espionnage, ça pue l'embrouille. Il décide donc d'aller voir à Nancy ce qu'il est advenu de cette malle. Et donc le 4 août 1920, le commissaire prend le train pour Nancy. Et en début d'après-midi, il débarque à la consigne de la gare de Nancy. « Bonjour monsieur. Commissaire Thierry, je cherche une malle, une grosse malle kaki, qui serait arrivée il y a quelques jours par le train de Paris. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Si ça me dit quelque chose, il y a un peu que ça me dit quelque chose. 5 jours qu'elle est là, cette malle, à attendre. Mais je vous préviens, elle pèse un âne mort. Et alors, elle pue comme une charogne. » Ils s'y mettent à deux pour la déplacer. Le commissaire l'ouvre. Il y a un cadavre à l'intérieur. Le cadavre d'un monsieur en costume, les mains ligotées, roulé dans une toile cirée, et qui, a priori, a pris une balle dans la tête. Et c'est Georges Weissmann Bessarabo, bien sûr. Il n'a pas disparu. Il est mort. C'est le juge d'instruction qui vient d'être désigné, qui est chargé d'annoncer la nouvelle à madame. « Bonjour. Puis-je voir madame Weissmann, s'il vous plaît ? » « Ah, mais c'est que madame n'est pas là. Elle est dans sa villa de Montmorency. »
Alors, va pour Montmorency. Chère madame, je suis au regret de vous dire que votre mari a été retrouvé mort dans une malle à la gare de Nancy, avec une balle dans la tête. Mon mari? Mais c'est pas possible, monsieur le juge. Mon mari est parti en voyage, ça ne peut pas être lui. Ah, tout porte à le croire, pourtant. Et là, madame Weissmann éclate en sanglots, et elle vide son sac d'un coup. Vendredi soir, monsieur le juge, mon mari et moi nous sommes querellés. Cela arrivait souvent, mais cette fois il a été si violent. J'ai cru qu'il allait s'en prendre à ma fille Paul, alors, pour la défendre, j'ai tiré. Des aveux. Le juge n'en attendait pas tant. Le soir même, la mère et la fille sont arrêtées et envoyées toutes les deux à la prison Saint-Lazare. Le lendemain, l'affaire est dans tous les journaux. Une femme qui tue son mari en 1920, il n'y a pas plus croustillant. D'autant que la tueuse n'est pas n'importe qui, c'est Louise Weissmann. Elle est célèbre. Elle est écrivaine. Elle écrit des romans, des essais, des pièces de théâtre, et aussi des articles, et des chroniques et des contes, publiés dans des revues littéraires. Son nom de plume est Héra Myrtel. Et cette célébrité, doublée d'un féminisme assez féroce, explique l'intérêt de la presse pour cette affaire. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est une divorcée, remariée. Ce qui, en 1920, n'est pas courant. Son premier mari, avec lequel elle a eu sa fille Paul, s'est suicidé, qui plus est. En 1914, il y a 6 ans. Georges était donc son deuxième mari. Paul, justement, sa fille, la belle-fille de Georges Weissmann, quel est son rôle exact dans cette affaire? Elle est extraite de la prison de Saint-Lazare et interrogée. C'est-à-dire, je vais bien reconnaître que j'ai aidé ma mère. Je l'ai aidé à mettre le corps dans la malle, ça c'est vrai. Et je l'ai ensuite aidé à l'emmener en taxi à la gare de l'Est. C'est ma mère, vous comprenez? Et votre intervention s'est arrêtée là? Pas tout à fait. En rentrant, nous sommes allés ensemble jusqu'à notre villa de Montmorency. Nous avons pris une barque et nous avons jeté l'arme au milieu du lac d'Anguin. Seulement l'arme, mademoiselle? Non. Nous avons aussi jeté ses boutons de manchette, son épingle de cravate, sa bague et ses clés. Tout ça est allé au fond du lac. Elle serait donc complice, la mère et la fille. Le corps de Georges Weissmann Bessarabo est autopsié à la morgue de l'Institut anatomique de Nancy. Alors, messieurs, observons d'abord la trajectoire de la balle. Elle est entrée ici, vous voyez, tout près de l'oreille droite. Par ailleurs, je dirais que le coup a été tiré à bout portant, quasiment touchant, 4 cm environ. Vous voyez l'auréole sombre qui est là? C'est très caractéristique. Et la balle est ressortie, docteur? Probablement non. Je parie qu'elle est encore dans la boîte crânienne. Et là, le docteur Parisot sort une scie, et il découpe, comme c'est l'usage, la boîte crânienne dont il extrait le cerveau en bouillie de Weissmann Bessarabo. Ah, la voilà. Voilà la balle. Mettons-la tout de suite sur une balance. Elle pèse 7 grammes. La mère dit que c'est elle qui a tiré et que sa fille Paul l'a juste aidé à mettre le corps dans la malle. On n'est pas obligé de la croire, même si Louise Weissmann est absolument formelle. C'est moi qui ai tiré, monsieur le juge. J'ai juste demandé à ma fille d'aller chercher la malle au grenier, mais je vous jure qu'elle ne savait pas pourquoi.
On voudrait la croire. Sauf que sa fifille sert une version sensiblement différente. C'est-à-dire que j'ai été réveillé en pleine nuit par une détonation. Alors je me suis précipité vers la chambre de ma mère. Et là, on trouvait la porte pour me dire que ça n'était rien, que c'était le ballon de la douche qui avait explosé. Mais en partant, dans le miroir, j'ai bien vu un corps étendu sur le parquet. Ah. Donc, contrairement à ce que dit la mère, Paul savait. Quand elle a descendu la malle jusqu'au taxi, elle savait. Quand elle est allée faire du canot sur le lac avec sa mère pour y jeter un revolver et des bijoux, elle savait. Elle savait que sa mère venait de zigouiller son beau-père. Et d'ailleurs, quand on lui demande de parler de lui, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Monsieur le juge, ma mère et moi, nous avons tant souffert auprès de Georges. Cet homme était malhonnête. Il s'était marié avec maman pour son argent, et il lui avait caché jusqu'à son véritable nom. Sans compter les maîtresses qu'il voyait. Oh. On a tant souffert, monsieur le juge. L'air de rien. Ça nous fait un mobile, ça. Ça ne nous dit pas qui a tué, mais ça fait un mobile. Le juge fait alors perquisitionner la villa de Montmorency. « Monsieur le juge, venez voir !» Dans le jardin, les policiers viennent de tomber sur un tas de cendres. Et tout n'a pas brûlé. Il y a des morceaux de linge et aussi des restes de papier. Et puis dans la salle de bain, ils trouvent un peignoir taché de sang. Et dans la chambre, les bagages sont faits. Elles allaient donc partir, s'enfuir. Où ? Le juge pense au Mexique, où elles ont déjà vécu. Pendant ce temps, la presse se lâche, le petit Parisien en tête. Et la première visée, c'est Louise, la mère, l'écrivaine. Sa fortune ? Suspecte. Ses fréquentations ? Louche. Son féminisme ? Une perversion. Son goût pour la littérature ? Un vice. Et en plus, elle s'est mariée 2 fois. Et son mari s'est suicidé d'un coup de revolver. Le juge, forcément, il les lit, les journaux. Ça l'influence. Alors il fait revenir Louise à son cabinet pour parler de son couple. Vous devez savoir, monsieur le juge, que quand je me suis marié, j'avais une dot d'1 million de francs que je tenais de mon premier mari. Et qu'est devenu cet argent ? Georges. C'est Georges, il m'a tout pris. Il a tout dépensé dans ses affaires véreuses, en me laissant, moi et ma fille, à peine de quoi vivre, quotidiennement. Et ça n'est pas tout, monsieur le juge. Georges entretenait plusieurs maîtresses, ça lui coûtait fort cher. Je peux même vous donner leur nom. Et j'ai surpris plusieurs courriers qu'elles adressaient à la maison. Et elle ajoute que Georges l'a frappé quand il rentrait tard et totalement ivre, et qu'après 5 ans de mariage, leur dispute était devenue quasi quotidienne. T'y crois ou t'y crois pas ? Le juge a maintenant une nouvelle idée fixe. Un complice. Elles avaient forcément un complice. Je persiste à penser qu'elles n'ont pas pu transporter cette malle à 2, enfin 2 femmes. 2 élégantes en plus. Je n'y crois pas une seule seconde. Quelqu'un les a aidées. Est-ce qu'elles n'auraient pas un amant ? Louise ? Il cherche l'amant. Il ne le trouve pas. Alors il se met à lire l'œuvre d'Héra Myrtel. Et dans l'un de ses recueils de poèmes, il trouve un texte au titre évocateur. « Mon premier amant », un appel à la jouissance et au libertinage, intéressant. Et puis dans l'un de ses romans, il y a ce passage. « Mon mari vient me trouver dans ma chambre et me déclara tout net que je ne savais pas faire une malle et qu'il allait m'enseigner cet art. » Une malle ? Tiens.
Et puis dans la préface d'une étude sur le féminisme, le juge tombe sur un passage qui intime aux femmes de combattre les hommes, sans répit et sans pitié. Ça ouvre des perspectives, tout ça. Mais ça n'est pas déterminant non plus. Reste une piste à explorer. La mort de son premier mari. Il se serait suicidé. Mais les journaux trouvent que c'est louche. Est-ce qu'elle l'aurait tué lui aussi? Le premier mari s'appelait Paul Jacques. Officiellement donc, il s'est tiré une balle de revolver. Des policiers vont voir sa famille dans la région de Lyon. Et c'est peu dire qu'ils ne pensent pas du bien de Louise. C'était une Parisienne de la pire espèce. Et une horrible féministe qui, du temps de son mariage avec Paul, tenait congrès. Réclamait le droit de vote pour les femmes, publiquement. Vous voulez que je vous dise? Je pense qu'elle le trompait. Et vous pensez qu'elle a pu le tuer? Ah, ça non, je ne le pense pas. Je crains qu'il se soit suicidé par dépit. À ce moment-là, le juge, qui cherche toujours un complice, repart sur la piste de l'amant. Et ça se confirme. À l'époque de son premier mariage, elle en avait au moins un. La concierge de l'immeuble où elle vivait à l'époque est absolument formelle. Oh ben ça oui. Quand jeune marié, il est rentré du Mexique sans son mari. Elle voyait un gamin de 20 ans. Il était toujours fourré chez elle. Elle en a bien profité. Et après, même quand son mari est arrivé du Mexique, dès qu'il avait tourné le dos, ils ont continué à se voir, croyez-moi. Le juge fait immédiatement venir Louise dans son bureau. Alors, Madame Weissmann, qui était ce garçon? Ce garçon? Mais c'était mon filleul de guerre. Je lui ai écrit lorsqu'il combattait, et naturellement, à son retour, nous nous sommes vus. Mais pour des raisons patriotiques, monsieur le juge, rien de plus. Patriotique. Comme elle est drôle. Le juge n'en croit pas un mot, rassurez-vous. Il est totalement convaincu que les deux faisaient tireli-pompon sur Chihuahua. Et puis c'est tout. Et du coup, est-ce que le loupio n'est pas le complice du meurtre de Georges? Autre chose. La même concierge de l'immeuble où Louise habitait avec son premier mari raconte une histoire bien intéressante. Il y avait une bonne Espagnole qui travaillait chez eux. Oh, j'arrive pas à me souvenir de son nom, mais peu importe. Quand Monsieur Jacques est mort, elle n'a pas cru au suicide une seconde. Elle m'a dit qu'à son avis, Louise l'avait empoisonné. Elle a parlé d'une poudre blanche qu'elle versait dans son potage. Sauf qu'on ne la retrouve pas, la bonne Espagnole. Dommage. En revanche, il y a des gens qui viennent dire que Monsieur Jacques avait des maux de ventre avant de mourir. Et la domestique qui a découvert le corps après son suicide dit que l'arme était posée au sol entre ses jambes. J'ai trouvé ça étrange. Enfin, il s'est tiré une balle au niveau de l'oreille droite. L'arme aurait dû être à droite de son corps. Elle était au milieu. Ça commence à faire beaucoup. Le juge décide alors de faire exhumer le corps du premier mari, Paul Jacques. Et 6 ans après, il ordonne une autopsie. Je vous le dis tout de suite, elle n'apporte pas grand-chose, parce que ce qu'on cherche évidemment, ce sont des traces de poison. On n'aura jamais les résultats des analyses. Ça arrive. On est en 1920. Pendant ce temps-là, bien sûr, l'enquête sur la mort du second mari, Weissmann-Bessarabot, se poursuit. Quel pourrait être le mobile de son meurtre? Bessarabot était riche. Alors le juge fait venir ses associés et ses financiers. Et c'est fort instructif. Ce que je peux vous dire, monsieur le juge, sans présumer des conséquences, bien entendu, c'est que monsieur Bessarabot devait recevoir la semaine de sa mort la somme de 600 000 francs, provenant de la vente d'un terrain au Mexique. En voilà de mobile. 600 000 balles. Et puisqu'on parle d'argent, avait-il de l'argent sur lui au moment de sa mort? Sans doute. Mais son portefeuille a disparu. Louise prétend qu'elle l'a brûlé dans le jardin de Montmorency, avec le reste.
et Paul qu'elles l'ont jeté dans le lac d'Enghien. Décidément, elles ne sont pas d'accord sur grand-chose, ces deux-là. Le juge commence à se dire que c'est peut-être Paul qui a tué son beau-père. D'autant qu'elle vient de lui en raconter une bonne. Il était à peine marié avec maman. Il m'a fait des avances, figurez-vous. À moi, sa belle-fille. C'est bien la preuve que c'est un sale bonhomme, non? Oui, mais c'est aussi la preuve que Paul avait de bonnes raisons de le tuer. Autant que sa mère. Ce qui conforte le juge sur la piste de Paul, la fille de Louise, ce sont les incohérences de leurs dépositions respectives. L'heure du meurtre, par exemple. Louise parle de minuit et Paul de 6 heures du matin. Alors le juge décide de les confronter l'une à l'autre dans son bureau. Dans la seconde où elles se retrouvent face à face, elles se jettent dans les bras l'une de l'autre. Elles s'assoient en se faisant des sourires. Et puis le greffier leur fait la liste de toutes leurs contradictions dans ce dossier. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Enfin, parlez. Pourquoi même sur l'heure du crime, vous n'êtes pas d'accord? Qui ment? Paul répond sur un ton lapidaire. Je n'ai rien à changer à mes déclarations. Je veux rien dire contre ma mère. Je veux pas l'accuser. Et la mère en profite. Jamais vous ne la ferez jurer qu'elle m'a vu tuer quelqu'un. Jamais. Tout ça pour dire que la confrontation ne donne rien. Et là, il se passe quelque chose d'imprévu. Le soir même, de retour dans sa cellule de la prison Saint-Lazare, Paul est prise d'une forte fièvre. Le médecin de la prison vient à son chevet. Il s'agit sans doute de la grippe. Je suis désolé, mademoiselle. Il est désolé, parce que la grippe dans ces années-là, on en meurt. Je vous rassure, elle ne va pas en mourir, mais sa convalescence à l'infirmerie de la prison va durer 2 mois. Et parce que le juge a bon cœur, il autorise Louise, sa mère, à demeurer à son chevet. Ce qui fait que pendant 2 mois, la mère et la fille ont tout le temps d'échafauder un nouveau plan de défense. Et elles ont de l'imagination, croyez-moi. Dès qu'elle est remise, le juge fait venir Paul dans son bureau. Monsieur le juge, je voulais d'abord vous remercier pour votre sollicitude. C'est bien aimable de votre part d'avoir autorisé ma mère à demeurer près de moi. Allez donc, c'est bien normal. Alors où en êtes-vous? Ce que je peux vous dire, monsieur le juge, c'est qu'au cours de ces longues semaines de maladie, j'ai acquis la certitude de l'innocence de ma mère. Ce qui veut dire que c'est vous. C'est vous qui avez tué votre beau-père. Ah non, pas du tout. Cela veut dire que ma mère et moi sommes toutes les deux innocentes. Mais qui est le coupable alors? Cherchez. Vous trouverez sans doute. Mais je jure que ni moi ni ma mère ne sommes coupables. Inutile de vous dire que dans la foulée, Louise sert la même soupe au juge. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la première fois? Que Georges était espion pendant la guerre. La vérité, c'est que lorsque j'ai envoyé cette malle à Nancy, il n'y avait à l'intérieur que des documents secrets, amassés lorsqu'il était espion. Il n'y avait pas de cadavre. Allons bon. Et votre mari, alors, madame? Où était-il? Il était à New York, monsieur le juge, pour ses activités d'espionnage. Admettons. Mais alors pourquoi est-ce que pendant de longs mois, vous avez déclaré devant moi que vous aviez tué votre mari? C'est qu'il y a un secret que je ne puis vous révéler. Bien joué. Le coup du secret. Ça évite d'avoir à donner des explications. Mais bon, hormis ces dénégations de dernière minute, le dossier du juge n'est pas vide. Et donc en janvier 1922, il considère qu'il a assez d'éléments pour les renvoyer toutes les deux, la mère et la fille, devant la cour d'assises, du chef d'homicide volontaire avec préméditation pour Louise et de complicité d'assassinat pour Paul.
Le procès s'ouvre le 8 juin 1922 devant la cour d'assises de Paris. Louise a embauché 2 avocats pour la défendre, dont le plus grand ténor de l'époque, maître Mauro Giaferi, qui à lui seul remplit la moitié de la salle. C'est une star, Mauro Giaferi. Paul est-elle défendue par maître Raymond Hubert. Et évidemment dans la salle, les gens n'attendent qu'une seule chose, les voir. À quoi ressemblent-elles les scandaleuses? Eh bien, elles sont superbes. Tailleur, chapeau, maquillage, cheveux soigneusement coiffés. Superbe. D'entrée, le président met Louise sur la sellette. Et il rappelle entre autres qu'il y a aussi des suspicions sur la mort de son premier mari. Mauro Giaferi bondit de son fauteuil. « Mais enfin, l'affaire est encore à l'instruction. Vous n'avez pas le droit d'en parler. » Il n'a pas fini de se lever de sa chaise, Mauro Giaferi. Parce que le président ne ménage pas Louise, pas tant sur les faits d'ailleurs, que sur sa vie dissolue. Il se moque d'elle, de son goût pour la liberté et de son indépendance. Pour ce qui est des faits, le premier jour, le frère de Georges vient dire que peu de temps avant le meurtre, Louise a voulu étrangler son mari. « Oui, monsieur le président, étrangler. Il me l'a dit. Hein. Regardez dans le dossier, il y a sa lettre. » Le président exhume la lettre et Louise est obligée de capituler. « Oui, j'ai voulu l'étrangler. Mais il méritait. Et c'est pas pour ça que je l'ai tué. » Au fil des témoignages, Paul n'est pas non plus à la fête. « J'ai entendu, de mes oreilles, Paul dire à son beau-père, Georges, « Vous verrez comment on joue du revolver à Mexico. » Je l'ai entendu. « Mademoiselle, avez-vous tenu ces propos ?»« Oui. Oui, je le reconnais, mais c'était un moment d'énervement. » Et puis Louise abat sa dernière carte un peu désespérée. « Si j'avais tué mon mari, les voisins auraient entendu le coup de feu. Ils ne l'ont pas entendu. C'est que je ne l'ai pas tué. » Et c'est là que Paul fait une mystérieuse déclaration. « Après les assises, je révélerai un secret qui transformera ce procès. » Vous conviendrez, mademoiselle, qu'il serait utile et stratégique de le révéler dès maintenant, ce secret. « Non, pas maintenant, je suis désolé. » C'est à la fin du procès que tout se joue. Maître Hubert, l'avocat de Paul, vient de terminer sa plaidoirie. Et là, Paul se lève d'un coup et elle se tourne vers les jurés. « Je vous ai menti et je m'en excuse. Je vais vous dire toute la vérité. Ce soir-là, j'ai bien entendu une détonation dans la chambre de ma mère. Et ensuite, quand elle a ouvert la porte, j'ai bien vu un corps. » Oh la salope! Elle vient de lâcher sa mère à la dernière seconde. Du coup, Mauro Giaferi, qui doit plaider derrière, est complètement perdu. Sa plaidoirie est complètement bancale. Les jurés délibèrent pendant 50 minutes et le verdict tombe. Paul est acquitté. Madame Weissmann-Negrouès, levez-vous, je vous prie. La Cour vous reconnaît coupable de meurtre avec préméditation. Elle vous accorde le bénéfice de circonstances atténuantes et elle vous condamne à 20 années de travaux forcés. Je suis innocente. Louise Weissmann est emmenée au centre pénitentiaire de Rennes, où elle meurt 9 ans plus tard. Il y a une suite à cette histoire. 7 ans après le procès, la fille, Paul, explique pourquoi elle accusait sa mère au dernier moment. Je voulais être innocentée et sortir de prison, car j'étais amoureuse. Et amoureuse de qui? D'une prisonnière, rencontrée à la prison Saint-Lazare et qui venait d'être libérée.
Elle a trahi le serment fait à sa mère pour filer le parfait amour avec une greluche. Les chats ne font pas des chiens. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.